Une nouvelle de Stephen King, Les enfants du maïs. La radio marchait trop fort, mais Burt renonça à baisser le son, car ils étaient une nouvelle fois au bord de la dispute. Et de cela, il ne voulait à aucun prix. Vicky dit quelque chose. « Comment ?» hurla-t-il. « Baisse ça, tu veux me crever les tympans ?» Il se mordit les lèvres pour ne pas laisser s'échapper la réplique qui aurait pu sortir et fit ce qu'elle demandait. Bien que la Thunderbird fût climatisée, Vicky s'éventait avec son écharpe. « Où sommes-nous ? Dans le Nebraska ?» Elle lui jeta un regard glacé. « Mais oui, Burt, je sais que nous sommes dans le Nebraska, mais Burt, merde, vas-tu me dire où nous sommes ? C'est toi qui as la carte. Tu n'as qu'à regarder, à moins que tu ne saches pas lire. » Quel esprit! Grâce à toi, nous avons quitté l'autoroute. Comme ça, nous allons avoir le plaisir de contempler du maïs pendant 500 kilomètres et d'apprécier l'humour et la sagesse de Burt Robson. Il serra le volant à faire blanchir les jointures de ses doigts. Il songea qu'il valait mieux le tenir de cette façon, sans quoi il ne pourrait résister à l'envie de balancer son poing dans les côtes de l'ex-reine de beauté assise à sa droite. Ce voyage est notre dernière chance de sauver ce qui peut l'être, se dit-il. Oui, ça me rappelle la manière dont nous sauvions des villages pendant la guerre. Vicky, commença-t-il, j'ai fait plus de 2000 bornes d'autoroute depuis que nous avons quitté Boston, en conduisant tout le temps parce que madame refuse de prendre le volant. Alors, mais je ne refuse pas, rétorqua Vicky, prenant la mouche. Mais tu sais très bien que j'attrape des migraines dès que je conduis trop longtemps. Quand je t'ai demandé de me guider sur les routes secondaires, tu m'as répondu « Avec plaisir, Burt ». C'est exactement ce que tu m'as dit. « Avec plaisir, Burt ». Alors, je me demande parfois comment j'ai fait pour t'épouser. En prononçant un seul mot. Le visage livide, elle lui jeta un regard venimeux, puis, après l'avoir déplié sauvagement, se plongea dans l'étude de la carte. « J'ai vraiment eu tort de quitter l'autoroute », pensa Burt avec ennui. C'était d'autant plus dommage que jusque-là, tout s'était à peu près bien passé entre eux. Ils s'étaient même quasiment traités en êtres humains. Par moments, il avait eu l'impression que ce voyage en direction de la côte, dont le but officiel était de rendre visite au frère de Vicky et à son épouse, mais qui, en réalité, était une ultime tentative pour rafistoler leur propre mariage, allait être couronné de succès. Mais depuis qu'ils avaient quitté l'autoroute, de nouveau, tout allait de travers. « Nous avons pris la bretelle de Hambourg, c'est ça ?»« C'est ça. Aucun patelin avant Gatlin, dit-elle. À 30 kilomètres d'ici, tu te rends compte ? Envisages-tu de t'y arrêter pour que nous mangions un morceau, ou bien ton horaire t'interdit-il de t'arrêter avant 2 heures de l'après-midi, comme nous l'avons fait hier ?» Il détourna les yeux de la route pour la regarder. « J'en ai plein le dos, Vicky. Si ça ne tient qu'à moi, nous pouvons faire demi-tour tout de suite et rentrer voir cet avocat auquel tu songeais à t'adresser. Parce que tout cela ne nous mène qu'à... » Elle fixait la route des yeux. Soudain, l'expression butée de son visage se mua en surprise, puis en peur. « Burt, attention, tu vas !» À peine avait-il eu le temps de ramener son attention sur la chaussée qu'il voyait disparaître quelque chose sous le capot de sa Thunderbird. L'instant d'après, alors qu'il commençait seulement à freiner, il sentit quelque chose heurter les roues avant, puis les roues arrière de sa voiture. Ils furent projetés en avant tandis que l'aiguille du compteur passait de 80 à 0 et que les pneus du véhicule dessinaient des traînées noires sur le bitume. « Un chien ?» murmura-t-il. « Dis-moi que c'était un chien, Vicky !» Elle était devenue pâle, comme une morte. « Un garçon, un petit gamin. Il a jailli du champ de maïs et... Bravo Tarzan, je te félicite. » Le cœur lui montait aux lèvres. Elle ouvrit précipitamment la portière et se pencha au dehors. Assis raide sur le siège de sa Thunderbird, Burt avait encore les mains posées sur le volant.
Pendant un long moment, il n'eut conscience que de l'odeur entêtante de l'engrais. S'apercevant soudain que Vicky était sortie, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et la vit qui s'approchait en chancelant d'une forme indistincte qui ressemblait à un tas de chiffons. C'était une femme naturellement élégante, mais présentement, elle avait perdu toute espèce de grâce. « Je suis un assassin, je ne mérite pas d'autre nom, j'ai quitté la route des yeux. » Il coupa le contact et sortit à son tour. Dans le vent gémissant, les plants de maïs de la taille d'un homme paraissaient respirer. Burt entendit les sanglots de Vicky qui s'était penchée au-dessus du tas informe. Il se trouvait à mi-chemin entre la voiture et sa femme lorsque, sur la gauche, une tache d'un rouge éclatant rouge attira son regard. Il s'immobilisa, fouillant le champ des yeux. Il songea que c'était une année magnifique pour le maïs. Les plants étaient serrés, prêts à porter leurs fruits. On aurait pu errer toute une journée à l'ombre de ces rangées bien tracées avant de retrouver son chemin. Mais l'ordre ici avait été bouleversé. Plusieurs plants avaient été cassés et couchés dans tous les sens, et Burt devinait quelque chose d'autre là-bas, plus loin. « Burt !» hurlait Vicky. « Viens donc voir, et tu pourras raconter à tes copains de poker ce que tu as récolté dans le Nebraska. Viens donc !» La suite se perdit dans de nouveaux sanglots. Son ombre faisait une petite flaque autour de ses pieds. Il était près de midi. Le soleil s'évanouit dès qu'il eut pénétré dans le champ. Burt découvrit une petite flaque de sang. Le bourdonnement paresseux des mouches assoiffées ne cessait que quand elles se posaient pour reprendre aussitôt, comme si elles voulaient avertir leurs semblables de l'aubaine. Un peu plus avant, des feuilles étaient tachées de sang. Il n'avait quand même pas giclé jusque-là. Puis il se pencha au-dessus de l'objet qu'il avait aperçu sur la route et le ramassa. Lorsqu'il la rejoignit, Vicky, complètement hystérique, proférait des paroles inintelligibles, pleurant et riant tour à tour. Qui aurait pu prévoir que tout allait se terminer d'une façon aussi mélodramatique? En la regardant, il eut la certitude qu'il ne s'agissait que de problèmes psychologiques personnels, qu'il n'en était pas à un tournant particulièrement difficile de son existence, ni rien de tel. Il la haïssait, un point c'est tout, il la gifla, sans ménagement. Elle s'arrêta net, portant la main à la marque rouge que les doigts de Burt avaient laissée sur sa joue. « On te mettra en prison, Burt, » fit-elle gravement. « Ça m'étonnerait, » répondit-il en posant à ses pieds la valise qu'il avait découverte dans le champ de maïs. « Qu'est-ce que... J'en sais rien. Je suppose que ça lui appartenait. » Il désigna le corps étendu sur la route, face contre terre. Apparemment, le garçon avait 13 ans environ. C'était une vieille valise dont le cuir brun était usé, tanné. Les deux bandes de tissu qui la tenaient fermée avaient été nouées d'une façon maladroite. Vicky se pencha pour démêler l'un des nœuds, mais s'apercevant qu'il était maculé de sang, il y renonça. Burt s'agenouilla et retourna avec précaution le corps. « Je ne veux pas voir ça », proclama Vicky en détournant ostensiblement le regard. Mais quand soudain deux yeux fixes et sans vie le contemplèrent tous deux, il se mit à hurler. Une grimace de terreur déformait le visage maculé de terre du garçon. On lui avait tranché la gorge. Burt se leva pour rattraper Vicky qui commençait à vaciller. « Ne t'évanouis pas !» lui ordonna calmement Burt. « Tu m'entends, Vicky? Ne t'évanouis pas !» Il répéta inlassablement les mêmes mots jusqu'à ce que, reprenant ses esprits, elle s'agrippât à lui. On eût dit qu'il dansait autour d'un cadavre d'enfant sous le soleil de midi. « Vicky !»« Quoi ?» gémit-elle tout contre lui. « Retourne à la voiture, mets les clés dans ta poche, prends la couverture qui se trouve sur le siège arrière et mon fusil, puis rapporte-les ici. »« Ton fusil ?» Quelqu'un lui a coupé la gorge. Peut-être qu'il est en train de nous épier. Elle rejeta la tête en arrière et les yeux grands ouverts examina le champ de maïs, épousant ses ondulations aussi loin que portait son regard. « Je pense qu'il a disparu. Mais pourquoi prendre des risques? Allez, fais ce que je te dis. »
Elle tituba jusqu'à la voiture, entraînant avec elle une ombre minuscule. Lorsqu'elle se fut glissée sur la banquette arrière, Burt s'accroupit près du corps. C'était un garçon de race blanche, sans signe particulier. Que la Thunderbird lui soit passée dessus, d'accord, mais elle ne lui avait certainement pas tranché la gorge. Le travail était grossier, malhabile. Aucun sergent instructeur n'avait enseigné à l'assassin la meilleure façon de tuer proprement à l'arme blanche, mais le résultat était le même. Mortellement blessé ou déjà mort, poussé par une main inconnue ou mue par ses dernières forces, le gosse avait franchi les derniers mètres du champ, puis s'était affalé sur la route, et Burt Robson lui était passé dessus. S'il était encore en vie au moment où la voiture l'avait heurté, son agonie n'en avait été qu'abrégée. Vicky lui tapota l'épaule. Il sursauta. Le visage décomposé, elle portait la couverture militaire brune sur le bras gauche et de la main droite tenait l'étui de la carabine. Burt prit la couverture et l'étendit sur la route. Il y roula le corps. Vicky laissa échapper une plainte. « Ça va ?» Il la dévisagea. « Vicky ?»« Ça va ?» fit-elle d'une voix étranglée. Il rabattit les bords de la couverture sur le corps puis souleva le poids mort, réprimant une grimace de dégoût. Il le tint fermement contre lui pour l'empêcher de glisser, puis se dirigea vers la Thunderbird. « Ouvre le coffre !» grogna-t-il. La malle était pleine de valises et de babioles achetées en route. Vicky en fit passer plus de la moitié sur la banquette arrière et Burt déposa le corps dans l'espace ainsi libéré. Il fit claquer le coffre, puis poussa un soupir de soulagement. Vicky était plantée près de la portière gauche, serrant toujours la carabine dans sa main. « Pour ça à l'arrière et monte !» Il jeta un coup d'œil sur sa montre et constata que 15 minutes à peine s'étaient écoulées. 15 minutes, longues comme des heures. « Que fait-on de la valise ?» lui demanda Vicky. Burt retourna au pas de course vers la valise qui s'était posée sur la ligne blanche de la route, semblable au point focal d'un tableau impressionniste. Il saisit ce qui restait de la poignée et s'immobilisa un instant. Il avait la sensation déplaisante d'être observé. Les héros des romans de 4 sous ressentaient fréquemment une telle impression, mais il avait toujours cru que cela n'existait que dans les livres. Maintenant, il comprenait. C'était comme s'il y avait eu des gens cachés dans le maïs, peut-être même tout un tas de gens, estimant froidement leur chance de lui sauter dessus, de le traîner dans le champ et de lui couper la gorge, avant que sa femme n'ait eu le temps d'extirper le fusil de son étui. Le cœur battant, il se précipita vers la voiture, ôta les clés de la serrure du coffre et monta. Vicky s'était remise à pleurer. Burt démarra, et 1 minute plus tard, le lieu de l'accident avait disparu de son rétroviseur. « Qu'est-ce que c'est la prochaine ville déjà ?» demanda-t-il. « Oh !» Elle se pencha sur la carte. « Kathleen, nous y serons dans 10 minutes. » Ça me paraît assez important pour qu'il y ait un poste de police. Non, c'est un petit bled. On trouvera bien un flic quand même. Ils roulèrent en silence pendant quelques kilomètres, puis dépassèrent un silo sur la gauche. Du maïs. Rien que du maïs. Il n'y avait même pas un tracteur à l'horizon. Avons-nous croisé quoi que ce soit depuis que nous avons quitté l'autoroute, Vicky ? Elle réfléchit un instant. Une voiture ? Un tracteur ? Au carrefour ? Non, depuis que nous sommes sur cette route, la 17. Je ne crois pas. Moins d'1 heure auparavant, elle l'aurait gratifié de l'une de ses réparties cinglantes. Mais elle se contentait désormais de garder le regard fixé sur l'interminable pointillé qui partageait la route. « Vicky, tu ne voudrais pas ouvrir la valise ? Tu crois que c'est nécessaire ? Est-ce que je sais ? Peut-être. » Tandis qu'elle se battait avec les nœuds, pinçant les lèvres, le regard fixe, rappelant à Burt sa mère quand elle vidait le poulet du dimanche. Il remit la radio en marche. La station qu'ils avaient écoutée jusque-là étant devenue inaudible à cause des parasites, Burt en chercha une autre,
faisant lentement avancer la petite barre rouge le long du cadran. Des conseils aux agriculteurs, Buck Owens, Tammy Wynette, tout cela très lointain, presque incompréhensible. Et puis, tout au bout du cadran, un mot jaillit du haut-parleur, si proche, si distinct qu'il paraissait avoir été prononcé juste derrière l'écran de l'autoradio. Propitiation, clamait la voix. Burt émit un hoquet de surprise. Vicky sursauta. C'est par le sang de l'agneau que nous rachèterons les péchés du monde, rugit la voix. Et Burt baissa précipitamment le son. La station était toute proche, si proche que... Oui, c'était elle. Contre l'horizon, surgissant du maïs, un trépied rouge se dessinait sur le ciel bleu, l'antenne. Propitiation et le mot frère et sœur, reprit la voix, presque sur le ton de la conversation. En arrière-plan, d'autres voix répondirent « Amen ». Certains d'entre vous pensent qu'il serait bon de se répandre dans le monde, comme s'il leur était possible de travailler et de vivre dans ce monde sans être souillés par lui. Reconnaissez-vous là la parole que Dieu nous a dictée? Les autres. Non, Seigneur Jésus, hurla le prédicateur qui s'exprimait maintenant à une cadence accélérée, évoquant presque celle d'une batterie de rock'n'roll. Quand comprendront-ils que cette voie est sans issue? Quand comprendront-ils que les dettes faites en ce monde-ci sont payées dans l'autre? Hein? Le Seigneur a dit que vaste était sa demeure. Mais il n'y aura pas de place pour les fornicateurs. Mais il n'y aura pas de place pour les envieux, pas de place pour ceux qui ont souillé le maïs, pas de place pour les homosexuels, pas de place pour... Vicky éteignit la radio. Ces foutaises me rendent malade. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui demanda Burt. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet du maïs? Je n'ai pas fait attention. Elle s'attaqua au second nœud. Je suis sûr qu'il a dit quelque chose à propos du maïs. Ça y est, s'exclama Vicky. La valise s'ouvrit sur ses genoux. Ils passèrent devant une pancarte qui indiquait « Gatlin, 8 km, attention, enfant, ralentir ». Des chaussettes, énuméra Vicky, 2 pantalons, une chemise, une ceinture, une cravate avec... Elle lui montra l'épingle de cravate dont la dorure s'écaillait. « Qui est-ce » Burt jeta un coup d'œil sur le petit objet. « Opalong, Cassidy, je suppose. »« Assez !» Elle le rangea, puis se remit à sangloter. Un moment plus tard, Burt lui demanda « Tu n'as rien remarqué de bizarre dans ce sermon radiophonique ?»« Non, j'ai tellement entendu de trucs dans le genre quand j'étais gosse. Je t'ai déjà parlé de ça. Tu n'as pas trouvé qu'il paraissait un peu jeune, ce prédicateur ?» Elle eut un rire sans joie. « Un adolescent peut-être? Et alors ? C'est ce qu'il y a de plus monstrueux dans toutes ces histoires. Ils les prennent sous leur coupe quand leur esprit est encore malléable. Ils savent comment manipuler toutes leurs émotions et toutes leurs inclinations. Il aurait fallu que tu assistes à l'une de ces réunions auxquelles mes parents me traînaient, l'une des nombreuses fois où j'ai eu le privilège d'être sauvé. Il y a eu Baby Hortense, l'enfant à la voix d'or. Elle avait 8 ans. Elle arrivait et se mettait à chanter « Dans tes bras, Seigneur, pour l'éternité » pendant que son père faisait circuler la corbeille, demandant à chacun de faire un geste, de ne pas abandonner cette petite créature du Tout-Puissant dans le besoin. Et puis il y eut Norman Stanton. Il nous promettait l'enfer et les tourments éternels, petit bonhomme de 7 ans vêtu comme le petit Lord Fauntleroy. Ignorant le regard incrédule de Burt, elle poursuivit. Il n'y avait pas que ces deux-là. Il y en avait même plein d'autres dans le circuit. À chaque fois, il faisait un tabac. J'allais oublier Rudy Stampnell, une guérisseuse âgée de 10 ans, et puis les petites sœurs de la foi qui arrivaient sur scène affublées d'une auréole en papier d'aluminium. Eh, oh, qu'est-ce que c'est? Il se tourna vivement vers elle pour regarder ce qu'elle tenait dans les mains. Elle était tombée dessus alors que, tout en parlant, elle avait continué d'explorer la valise. Elle tendit l'objet à Burt. C'est un crucifix confectionné à l'aide d'enveloppes de maïs fraîches qui, ensuite, avaient séché. Un épinin était attaché à la croix avec des fibres tressées. La plupart des grains avaient été scrupuleusement arrachés un par un, sans doute par un canif.
Deux qui restent formaient un bas-relief jaunâtre qui évoquait grossièrement un corps crucifié. Les yeux étaient rendus par des grains de maïs fendus dans le sens de la longueur pour suggérer les pupilles. À droite et à gauche, pour compléter le dessin des bras, des grains prolongeaient l'épi, tandis que l'on pouvait deviner les deux pieds nus au bout des jambes jointes. Au-dessus de sa tête, 4 lettres avaient été sculptées: I-N-R-I. C'est du beau travail, remarqua Burt. Je trouve ça horrible, répondit Vicky d'une voix blanche. Jette. Mais ça intéressera peut-être la police. Et pourquoi donc? Eh bien, on ne sait jamais, peut-être. Jette-le. Fais ça pour moi, s'il te plaît, je n'en veux pas dans la voiture. Je le mets derrière, et dès qu'on aura vu les flics, je m'en débarrasse d'une façon ou d'une autre. Ça te va? Oh, fais ce que tu voudras, cria-t-elle. De toute façon, tu n'en feras qu'à ta tête. Ennuyé, il balança l'objet sur une pile de vêtements qui se trouvait à l'arrière. Les petits yeux de maïs se mirent à fixer le plafonnier de la Thunderbird. Burt accéléra, faisant jaillir des gerbes de gravier. On laissera tout aux flics, le corps, le contenu de la valise, promit-il. Comme ça, on n'en parlera plus. Plongé dans l'étude de ses mains, Vicky ne fit aucun commentaire. 1 kilomètre plus loin, les interminables champs de maïs s'éloignèrent de la route pour laisser la place à quelques fermes et à leurs dépendances. Dans une cour, ils aperçurent de malheureux poulets déplumés qui picoraient paresseusement. On voyait encore sur le toit de certaines granges de vieilles pubs pour Coca-Cola ou pour des tabacs à chiquer. Sur une des pancartes, ils purent lire « Notre Sauveur Jésus-Christ ». Ils passèrent devant un café qui faisait aussi débit d'essence, mais Burt décida de se rendre directement au centre de l'agglomération, si jamais il y en avait un. Sinon, il pourrait toujours faire demi-tour. Avec un moment de retard, il s'aperçut qu'en fait le parking du café était totalement désert à l'exception d'un vieux pick-up, dont 2 des pneus semblaient à plat. Soudain, nerveusement, Vicky partit d'un rire perçant que Burt jugea dangereusement proche de l'hystérie. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?»« Les pancartes, fit-elle en hoquetant. Tu ne les as pas lues ? Ceux qui ont surnommé cette région la route de la Bible ne rigolaient pas, eux. Ô Seigneur, en voilà encore une série. Une nouvelle cascade de rire lui échappa et Vicky dut se bâillonner à l'aide de ses 2 mains. Il n'y avait qu'un mot par pancarte. Elles étaient accrochées à des piquets blanchis à la chaux qu'on avait, semble-t-il, plantés dans le sol sablonneux du bas-côté, il y a bien longtemps de cela. Le temps avait écaillé et sali la chaux. Les pancartes étaient espacées de 30 mètres environ. Le, jour, 1, nuage, la, nuit, 1, colonne, 2, feu. Ils n'ont oublié qu'une chose, gloussa Vicky. Quoi? S'enquit Burt en fronçant les sourcils. Brute foraine. Elle enfonça son poing dans sa bouche pour étouffer son rire. Vicky, tu te sens bien? Ça ira mieux quand nous serons à 1500 km d'ici, sur la terre impie et ensoleillée de Californie, avec les Rocheuses entre nous et le Nebraska. Ils déchiffrèrent en silence une nouvelle série de pancartes. Prenez et mangez en tous. Je me demande bien pourquoi, se dit Burt. J'imagine tout de suite que ce « en » symbolise le maïs. Ne serait-ce pas ce qu'on dit au moment de la consécration? Ça fait si longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une église que je ne m'en souviens même pas. Je ne serais pas surpris qu'ils utilisent une galette de maïs en guise d'hostie par ici. Il ouvrit la bouche pour faire part de ses réflexions à sa femme, mais finalement préféra se taire. Parvenus au sommet d'une petite côte, ils découvrirent enfin Gatlin, avec ses 3 pâtés de maison. On aurait dit le décor d'un film sur la crise. Ah, il y aura bien un flic, certifia Burt, se demandant pourquoi il avait la gorge serrée à la vue de ce bled qui, à l'heure de la sieste, somnolait sous le soleil. Ils passèrent devant un panneau limitant la vitesse à 45 km/h, puis devant un autre, taché de rouille, qui proclamait « Vous entrez maintenant dans Gatlin, la plus jolie petite ville du Nebraska, ou d'ailleurs. 5431 hectares. »
Des ormes au tronc poussiéreux se desséchaient de chaque côté de la route. Ils aperçurent la scierie de Kathleen, puis une station-service. Les pancartes sur lesquelles étaient affichés les prix se balançaient mollement dans la brise de l'après-midi. Ordinaire 35,9 et super 38,9. Un autre indiquait, pour le diesel, faites le tour. Ils coupèrent Elm Street, puis Birch Street, et parvinrent sur la place de la ville. Les maisons qui bordaient les rues étaient en bois et leurs porches vitrées. Simples, fonctionnelles. L'herbe des pelouses était jaune, desséchée. Un peu plus loin, un chien bâtard avança prudemment jusqu'au milieu de Maple Street. Les observa un moment, puis se coucha sur la route, le nez entre les pattes. « Arrête-toi », lui dit Vicky, « arrête-toi immédiatement. » Burt se gara sagement le long du trottoir. « Fais demi-tour. Emmenons le corps à Grand Island. Ce n'est pas si loin, non? Allez vite. »« Qu'est-ce qui t'arrive, Vicky ?»« Comment ça, qu'est-ce qui t'arrive ?» hurla-t-elle. « Cette ville est déserte, Burt. Il n'y a personne d'autre que nous ici. Tu ne le sens donc pas ?» Il avait bien senti quelque chose, et le ressentait toujours, mais « c'est juste une impression, » dit-il. « Ce n'est qu'un petit trou perdu, et ils sont sans doute tous à la vente de charité ou en train de jouer au bingo. » « Il n'y a personne ici, » insista Vicky, en détachant chaque syllabe. « Tu n'as pas remarqué la station-service tout à l'heure ?»« Oui, près de la scierie, et alors ?» Il avait l'esprit ailleurs, écoutant la sinistre stridulation d'une cigale terrée dans les ormes. Il respirait le parfum du maïs, des roses flétries et bien sûr de l'engrais. C'était la première fois qu'il pénétrait dans une agglomération depuis qu'ils avaient quitté l'autoroute. Jamais il n'avait vu une ville dans un état pareil, et bien que, d'une certaine façon, il sut que tout clochait, il éprouva un certain soulagement. Quelque part un peu plus loin, il trouverait certainement un petit self-service avec un distributeur de boissons rafraîchissantes, un cinéma, une école portant le nom de John Fitzgerald Kennedy. Burt, les prix étaient de 35,9 pour l'ordinaire et de 38,9 pour le super. Maintenant, veux-tu me dire quand tu as vu pour la dernière fois de tels tarifs affichés dans le pays? Au moins 4 ans, admit-il. Mais, Vicky, nous sommes en plein centre-ville, Burt. Il n'y a pas une voiture, pas une seule. Grand Island se trouve à une 30aine de kilomètres d'ici. Ça me paraît curieux si on trimballe le corps jusque-là. Je m'en fiche. Écoute, on va juste aller jusqu'à la mairie et... Non. Et voilà merde, et voilà. Voilà ce qui a foutu par terre notre mariage. Non, je ne veux pas, non, monsieur, et tout comme ça. Si tu ne cèdes pas, je pique ma crise. Vicky, commença-t-il, je veux m'en aller d'ici, Burt. Vicky, écoute-moi. Fais demi-tour, allons-nous-en. Vicky, peux-tu arrêter une minute? Je ne m'arrêterai que quand nous serons repartis dans l'autre sens. Maintenant, allons-y. Il y a le cadavre d'un gosse dans le coffre de la voiture, rugit-il, prenant un malin plaisir à voir son visage se décomposer. Baissant un peu le ton, il poursuivit. On lui a coupé la gorge. On l'a balancé sur la route et je lui ai roulé dessus. Maintenant, on va aller à la mairie, ou là où on pourra, et je signalerai l'affaire. Si tu veux reprendre la direction de l'autoroute, vas-y, mais à pied. Je te récupérerai en chemin. Mais ne me demande pas de faire 100 bornes jusqu'à Grand Island comme si on avait un sac de pommes de terre dans le coffre. Cet enfant doit être le fils de quelqu'un et je dois avertir les autorités avant que l'assassin n'ait disparu de l'autre côté des montagnes. Vicky s'était mise à pleurer. Espèce de salaud. Mais qu'est-ce que je fous avec toi? Je ne sais pas, répondit-il. Je ne sais plus. Mais on va certainement pouvoir arranger ça, Vicky. Il redémarra. Alerté par le crissement des pneus, le chien leva la tête, puis la reposa entre ses pattes. Ils longèrent le dernier pâté de maisons avant la place. Avant de couper Pleasant Street, Main Street se divisait en deux. Puis c'était la place avec un square envahi par les herbes et au milieu, un kiosque à musique. À l'autre bout, quand, de nouveau, les deux voies de Main Street ne faisaient plus qu'une, se trouvaient 2 bâtiments d'allure officielle. Sur le fronton de l'un d'eux, Burt déchiffra l'inscription « Mairie de Kathleen ».
Et voilà, triompha-t-il. Vicky ne répondit pas. Burt se gara avant de parvenir à la place, juste devant un restaurant. Le Gatlin Bar and Grill. « Où vas-tu » demanda Vicky d'une voix inquiète tandis qu'il ouvrait la portière. « Essayez de trouver où ils sont tous. Il y a un écriteau à la fenêtre qui indique que le restaurant est ouvert. Mais tu ne vas pas me laisser seul ici. Eh bien, tu n'as qu'à venir. Qui t'en empêche ?» Tandis qu'il se dirigeait vers l'établissement, il la vit sortir de la voiture, le visage défait. Il la prit un instant en pitié, rien qu'un instant. « Tu entends » lui demanda-t-elle en le rejoignant. « Entendre quoi ?» Le silence. Pas une voiture, pas un habitant, pas un tracteur, rien. C'est alors qu'à quelques pas de là retentit le rire joyeux et haut perché d'une bande d'enfants. « J'entends des gosses », fit-il. « Pas toi ?» Elle parut désarçonnée. Il poussa la porte du restaurant et fut assailli par une bouffée de chaleur sèche et inodore. Le sol était poussiéreux, les chromes ternis. Les pales en bois du ventilateur de plafond étaient immobiles. Rien sur les tables, personne sur les tabourets, mais derrière le comptoir, le miroir avait été fracassé. Puis son attention fut attirée par autre chose. Toutes les manettes des fûts de bière avaient été brisées et gisaient au pied du comptoir, tels les vestiges d'une fête étrange. Au bord de la crise de nerfs, mais s'efforçant de prendre une voix enjouée, Vicky s'exclama « C'est ça ! Demande à qui tu veux. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous m'indiquer ?» On la ferme. Mais lui aussi paraissait à bout. Bousculant des grains de poussière, la lumière du soleil s'écoulait par les grandes baies vitrées de la salle du restaurant, et de nouveau repensant au corps qui se trouvait dans le coffre de sa voiture et au rire aigu des enfants, Burt eut l'impression d'être observé. Sans raison apparente, une phrase lui rappelant son passé militaire se mit à défiler comme une incantation dans son esprit. Observateur invisible, observateur invisible, observateur invisible. Il promena son regard sur la carte des tarifs jaunis par le temps qui était punaisée derrière le comptoir. Cheeseburger, 35 cents. Le meilleur jus du monde, 10 cents. Tarte fraise, rhubarbe, 25 cents. Le hachis spécial du chef, 80 cents. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu de telles prises affichées dans un restaurant ? « Regarde ça », dit-elle en frissonnant. Elle désignait un calendrier accroché au mur. « Tes tarifs, je parie que ça fait au moins 12 ans qu'on les a collés dans cette gargote. » Son rire se brisa. Il s'approcha. L'illustration du calendrier représentait deux petits garçons se baignant dans une mare tandis qu'un ravissant petit chien s'enfuyait avec leurs vêtements. Sous l'image, on lisait « Avec les compliments de bois et matériaux de Gatlin, boissum, solidum est ». Le calendrier était ouvert au mois d'août 1964. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. « Mais je suis certain. »« Tu es certain ?» hurla-t-elle d'une voix hystérique. « Certain, tu es certain, c'est le problème avec toi, Burt. Tu as passé ton existence à être certain. » Il se dirigea vers la porte. Vicky sur ses talons. « Où vas-tu ? » ?»« À la mairie. »« Mais comment fais-tu pour être aussi têtu, Burt ? Tu sais très bien qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Ne vas-tu pas enfin l'admettre ? » ?»« Je ne suis pas têtu. Je veux simplement me débarrasser de ce qu'il y a dans le coffre. » Une fois sur le trottoir, Burt fut à nouveau frappé par le silence et l'odeur d'engrais qui régnait sur la ville. Par bonheur, vous ne pensez jamais à cette odeur quand vous beurrez un épi, le salez, puis mordez dedans. Avec les compliments du soleil, de la pluie, de phosphates industriels en tout genre et d'une bonne dose de bouse de vache. Mais ce n'étaient pas les effluves qui avaient baigné son enfance passée dans la campagne new-yorkaise. On pensera ce qu'on veut du fumier, mais il s'en dégage un parfum presque agréable quand on l'étale dans les champs. Rien de très subtil, grand Dieu, non, mais lorsqu'il se répandait sur les labours en ces après-midi printaniers, il annonçait les plaisirs à venir,
Il annonçait que l'hiver était mort et enterré, que dans 6 semaines au plus tard, les portes de l'école se refermeraient, confiant pour un temps les élèves à l'été. Dans son esprit, cette odeur était liée pour toujours aux autres délicieuses essences de la nature. La fléole des prés, le trèfle, la terre fraîchement retournée, la rose trémière et le cournoyer. Mais ici, il devait avoir d'autres méthodes. L'odeur était proche mais différente. Elle laissait un arrière-goût douceâtre dans la gorge, presque un goût de mort. Et il s'y connaissait, ayant fait la guerre du Vietnam comme ambulancier. Vicky avait repris place dans la voiture et contemplait le crucifix posé sur ses genoux d'une façon qui alarma Burt. « Laisse ça à l'arrière !» lui ordonna-t-il. « Non !» répondit-elle sans lever les yeux. « Si tu veux jouer, d'accord, mais laisse-moi en faire autant. » Burt remit la Thunderbird en marche et ils se dirigèrent vers le carrefour. Au-dessus d'eux, un feu de signalisation hors d'usage se balançait mollement au vent. Sur la gauche se dressait une église toute blanche. La pelouse était tondue. De part et d'autre du chemin carrelé qui menait à la porte poussaient 2 bordures de fleurs bien entretenues. Burt coupa le contact. « Qu'est-ce que tu fais encore ?»« Je vais jeter un coup d'œil, » lui répondit Burt. « C'est le seul endroit de cette ville qui n'a pas l'air d'être abandonné depuis 10 ans. Regarde ce qui est écrit sur le tableau. » Derrière la vitre de protection rédigée en lettres blanches, une inscription annonçait « Loué soit celui qui règne sur les sillons ». Puis figurait une date, 24 juillet 1976. C'était le dimanche précédent. C'est sans doute l'un des 9000 noms qu'on donne à Dieu dans le Nebraska, dit Burt. Tu viens ? Le visage de Vicky resta de marbre. Ne compte pas sur moi. Très bien, fais ce que tu veux. Je n'ai pas mis les pieds dans une église depuis que j'ai quitté la maison parentale. Et je n'entrerai pas dans celle-là. Et je ne veux pas rester dans cette ville. Je suis morte de peur, Burt. Est-ce qu'on va enfin partir ? Je reviens dans 1 minute. J'ai les clés de voiture, Burt. Je te donne 5 minutes. Si tu n'es pas là, je pars, sans t'attendre. Écoute, ma jolie, tu vas m'attendre et c'est tout. Je ferai ce que j'ai dit. À moins que tu ne me sautes dessus comme le dernier des voyous pour me piquer les clés. Et je t'en crois bien capable. Mais tu ne penses pas que je vais le faire. Non, en effet. Son sac était posé entre deux, sur la banquette. Burt l'empoigna. Poussant un cri, Vicky tenta de saisir la courroie, mais il l'en empêcha. Sans prendre la peine de le fouiller, il retourna le sac et le vida. Les clés scintillèrent au milieu, des Kleenex, des produits de maquillage, des pièces de monnaie et des vieilles listes de courses. Elle tendit le bras, mais, la prenant de vitesse, il mit les clés dans sa poche. « Pourquoi as-tu fait ça ?» gémit-elle. « Rends-les-moi !»« Non !» fit-il avec un sourire sadique. « Pas question. Je t'en prie, Burt, j'ai peur. » Ses mains le suppliaient. « Tu m'aurais attendu 2 minutes et tu serais parti. Mais non, je t'assure. Tu serais parti en te foutant de moi et en te disant « Ça lui apprendra à me faire chier quand je veux quelque chose. » Tu as dû te le répéter assez souvent pendant tout notre mariage. « Ça lui apprendra à me faire chier. » Il sortit de la voiture. « Je t'en prie, Burt, » hurla-t-elle, esquissant un mouvement vers la portière gauche. « Écoute, je comprends, nous allons sortir de la ville et appeler d'une cabine téléphonique, d'accord ? J'ai plein de monnaie, on peut. Ne me laisse pas toute seule, Burt. Ne me laisse pas toute seule. » Il lui claqua la portière au visage, puis s'appuya pendant un moment contre le flanc de la Thunderbird, pressant les pouces contre ses yeux fermés. Vicky l'appelait, martelant la vitre de ses poings. Elle ferait sûrement une excellente impression lorsqu'il trouverait enfin quelqu'un à qui confier le corps. Excellente. Il remonta l'allée dallée qui menait à l'église. 2 ou 3 minutes, le temps de jeter un coup d'œil, et il serait de retour. Peut-être ne pourrait-il même pas entrer. Mais la porte tourna sans mal sur ses gonds bien huilés, des gonds huilés avec dévotion, songea-t-il, et sans raison cette pensée l'amusa. Puis Burt pénétra dans un vestibule dont la fraîcheur le fit frissonner. Il lui fallut quelques instants pour s'habituer à l'obscurité. La première chose qu'il aperçut fut un tas de lettres en bois poussiéreuses et empilées n'importe comment.
Piqué par la curiosité, il s'approcha. Elle semblait aussi vieille et délaissée que le calendrier du restaurant, alors que d'une façon générale, le vestibule était propre et bien tenu. Les lettres étaient hautes de 60 centimètres environ et avaient dû former une suite de mots. Il les étala sur la moquette. Il y en avait 14 et chercha à les classer d'une façon cohérente. Piste, balise, jette. Ça ne va pas. Tablé, pigiste. Guère plus fameux, ridicule. Il était là, à quatre pattes, en train de jouer à un jeu idiot pendant que Vicky devenait dingue dans la voiture. Puis soudain la solution lui parut évidente. Église baptiste. Les lettres avaient dû se trouver au fronton de l'église. On les avait descendues et jetées dans ce coin. L'église ayant depuis été repeinte de l'extérieur, on n'en devinait même plus les traces. Mais pourquoi ? Sans doute n'était-ce plus une église baptiste, mais quelle sorte d'église était-ce donc ? Sans savoir pourquoi, il sentit la peur le pincer et se releva précipitamment en essuyant la poussière de ses doigts. Ils avaient enlevé les lettres et alors ? Peut-être avaient-ils rebaptisé le bâtiment Notre-Dame du MLF ? On les avait libérés, d'accord, mais où étaient-elles passées ? Coupant court à ses divagations, il pénétra dans l'église proprement dite. Embrassant la nef du regard, un sentiment de crainte l'étreignit et son souffle se fit haletant dans le silence oppressant qui régnait. La chaire était dominée par une immense fresque représentant le Christ. Si Vicky avait vu ça, pensa Burt, ça l'aurait achevé. Le Christ souriait d'un air sournois. Devant le regard fixe de ses yeux écarquillés, Burt ne put s'empêcher de penser à Lon Chaney, dans le fantôme de l'opéra. En chacune de ses pupilles noires, un homme, un pêcheur probablement, se noyait dans un lac de feu. Mais le plus incongru était la chevelure verte du Christ, qui, à l'examen, se révélait constituée de plants de maïs entrelacés. L'œuvre était grossière mais efficace. On aurait dit une bande dessinée murale due au talent d'un enfant particulièrement doué. Un Christ tel que l'aurait pu décrire l'Ancien Testament, ou d'inspiration païenne, un Christ qui aurait préféré destiner son troupeau au sacrifice plutôt que de le conduire. Tout au bout de la rangée gauche des bancs se trouvait un orgue, et Burt hésita avant de comprendre ce qui clochait. En s'approchant, il constata avec effroi que les touches et les registres avaient été arrachés, tandis que les tuyaux avaient été remplis de grains de maïs secs. Au-dessus, sur un écriteau, on avait soigneusement inscrit ces mots « Tu ne feras d'autre musique qu'avec ta bouche, a dit le Seigneur notre Dieu. » Vicky avait raison. Il se passait des choses fort inquiétantes dans cette ville. Il envisagea un instant de la rejoindre en laissant là son exploration, de remonter dans la voiture et de quitter cet endroit aussi vite que possible, sans plus se soucier de la mairie. Mais cela l'ennuyait. À vrai dire, il voulait lui laisser le temps de le maudire 100 000 fois avant de revenir et d'admettre qu'elle avait eu raison depuis le début. Il s'accorda donc encore une bonne minute. En examinant la chaire, il se dit que Gatlin devait être sans cesse traversée par des gens de passage, que certains des habitants des villes voisines devaient avoir ici des parents ou des amis. La police d'État du Nebraska y faisait sûrement un tour de temps en temps. Et l'électricité, le feu de signalisation ne fonctionnait pas. Si l'électricité avait été coupée depuis 12 longues années, cela ne serait pas resté inaperçu. Conclusion. En apparence, Gatlin se trouvait dans une situation impossible. Cela ne fut pas pour le rassurer. Il monta les 4 marches qui menaient à la chaire et embrassa du regard les bancs vides qui miroitaient dans la pénombre. Burt eut l'impression de sentir dans son dos le poids horrifiant des yeux résolument païens du Christ. Sur le lutrin, la Bible était ouverte au 38e chapitre du livre de Job. Baissa les yeux et lut. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Où étais-tu quand je foulais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Le Seigneur, celui qui règne sur les sillons, dis-le, si tu as de l'intelligence. Et loué soit le maïs
Il feuilleta la Bible, et le bruissement des pages rompit le silence de l'église, et Burt pensa que le pas d'un fantôme devait ressembler à ça, si jamais pareille chose existait. Et dans un endroit comme celui-là, il était tenté de le croire. Les passages du Nouveau Testament avaient été découpés, mais l'Ancien Testament avait été respecté. Burt s'apprêtait à descendre de la chaire quand il aperçut plus bas sur une étagère un autre livre dont il s'empara, imaginant qu'il s'agissait d'un registre des mariages, des baptêmes et des enterrements. Il grimaça en déchiffrant les lettres qu'une main inexperte avait confectionnées à la feuille d'or. « Abattez les iniques, et le sol à nouveau sera fertile, a dit notre Seigneur, le Dieu des armées. » Il semblait y avoir un dessein derrière une telle formule, mais Burt ne chercha pas à en deviner davantage. Il ouvrit le livre à la dernière page. Indéniablement, l'écriture était celle d'un enfant. Par endroits, des mots avaient été soigneusement grattés. Et s'il n'y avait pas de faute d'orthographe, les lettres étaient rondes et enfantines, dessinées plutôt qu'écrites. Il lut la première colonne. Amos Dagan, Richard, né le 4-9-45, 4-9-64. Isaac Renfrew, William, né le 19-9-45, 19-9-64. Zephaniah Kirk, George, né le 14-10-45, 14-10-64. Mary Wells, Roberta, née le 12-11-45, 12-11-64. Yemen Hollis, Edward, né le 5-1-46, 5-1-65. Fronçant les sourcils, Burt continua de parcourir les pages. Aux trois quarts du registre, la double colonne s'interrompait brutalement. Rachel Stigman, Donna, née le 21-6-57, 21-6-76. Moses Richardson, Henry, né le 29-7-57. Malachi Boardman, Craig, né le 15-8-57. La dernière naissance enregistrée était celle de Ruth Clawson, Sandra, à la date du 30 avril 61. Burt examina l'étagère où il avait trouvé le livre et en découvrit deux autres. Le premier portait la même formule, abattez les iniques, et poursuivait le registre précédent, sur une seule colonne portant des noms et des dates de naissance. À la date du 6 septembre 1964 était signalée la naissance de Job Gilman, Clayton, dont le nom était suivi de celui d'Eve Tobin, né le 16 juin 65. Aucun prénom n'était mentionné entre parenthèses. Le troisième livre était encore vierge. Burt se demanda à quoi tout cela pouvait bien rimer. Il s'était passé quelque chose en 64, quelque chose qui était lié à la religion, au maïs et aux enfants. Mon Dieu, nous t'en prions, protège la récolte par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et le couteau s'était levé pour sacrifier l'agneau. Mais avait-ce bien été un agneau? Peut-être un délire mystique s'était-il emparé d'eux. Seul, tout seul, coupé du monde par des milliers de kilomètres carrés de maïs bruissants et mystérieux, seul sous 70 millions d'acres de ciel bleu, seul sous l'œil attentif de Dieu, d'un Dieu étrange et vert, d'un Dieu du maïs sénile, inquiétant, avide, celui qui règne sur les sillons. Burt sentit un frisson de terreur le parcourir. « Vicky, je vais te raconter une histoire. Elle concerne un certain Amos Dagan, né Richard Dagan, le 4 septembre 1945. Il s'est fait rebaptiser Amos en 64, un nom bien biblique, ça, Amos, l'un des prophètes mineurs. Eh bien, Vicky, ne ris pas. Ce Dick Dagan et ses petits copains, Billy Renfrew, George Kirk, Roberta Wells et Eddie Hollis, entre autres, ont été touchés par la foi et ont liquidé leurs parents, tous. Elle est bien bonne, non? Qui tué dans son lit, qui poignardé sous sa douche, qui empoisonné par une soupe, qui pendu, qui éventré, enfin, si j'ai bien compris. Pourquoi le maïs? Sans doute qu'il crevait, sans doute les gosses s'étaient-ils mis dans la tête qu'il crevait étouffé sous le poids des péchés et qu'un sacrifice était devenu nécessaire. Mais cela ne fut pas suffisant. Le massacre avait dû avoir pour théâtre les champs de maïs, les sillons.
Alors Vicky, et de cela j'en suis sûr, ils ont décidé que plus personne ne devrait vivre passé 19 ans. Or, Richard Amos Dagan, le héros de notre petite histoire, a eu 19 ans le 4 septembre 1964. Comme nous l'apprend le livre, je crois bien qu'ils l'ont tué, sacrifié dans la plantation. Tu ne trouves pas que cette histoire est complètement idiote ? Et puis, il y eut Rachel Stigman, qui jusqu'en 1964 se nommait Donna Stigman. Elle a eu 19 ans le 21 juin. Il y a environ un mois, Moses Richardson, lui, est né le 29 juillet, c'est-à-dire qu'il fêtera ses 19 ans dans 3 jours. Tu as idée de ce qui va lui arriver le 29 à ce brave Moses ? Moi, j'en ai une. Burt humecta ses lèvres desséchées. Et ce n'est pas tout. Vicky, écoute ça. Job Gilman Clayton est né le 6 septembre 64. Le registre ne fait mention d'aucune autre naissance jusqu'au 16 juin de l'année suivante. Cela fait donc un trou de 10 mois. Alors tu sais ce que je crois ? Je crois qu'ils ont tué tous leurs parents, y compris les femmes enceintes. Et Kev fut la fille de 2 d'entre eux. La mère devait avoir dans les 16 ans ou 17 ans. Eve, la première femme. Burt chercha fiévreusement le nom d'Eve Tobin dans le registre. Juste en dessous figurait Adam Greenlow, né le 11/7/65. Il se dit que tous deux avaient 11 ans aujourd'hui. Peut-être étaient-ils dehors quelque part. Il en avait la chair de poule. Mais comment un tel secret avait-il pu être gardé ? Comment cela pouvait-il continuer encore ? Cela ne pouvait exister que sous la protection du Dieu en question. « Seigneur !» soupira-t-il dans l'église silencieuse. Et c'est alors que le klaxon de la Thunderbird commença de faire entendre dans l'après-midi sa longue plainte ininterrompue. Burt sauta les quelques marches de la chaire et courut le long de l'allée centrale. Il ouvrit violemment la porte de l'église et se retrouva étourdi sous la chaleur du soleil. Vicky se tenait droite comme un i derrière le volant, les 2 mains plaquées sur l'avertisseur. Son visage exprimait une folle terreur. Les enfants surgissaient de partout, certains d'entre eux riaient gaiement. Ils brandissaient des couteaux, des hachettes, des barres de fer, des pierres, des marteaux. Une petite fille aux longs cheveux blonds, âgée de 8 ans tout au plus, tenait à la main une manivelle de cric. Rien que des armes de fortune, pas le moindre revolver. Burt se retint à grand-peine de hurler. « Lequel d'entre vous est Adam ? Qui est Ève ? Où sont les mères, les filles, les pères, les fils ?» Dis-le si tu as l'intelligence. Il déferlait des rues adjacentes, du parc, du portail de la cour grillagée de l'école, à quelques maisons de là. Certains d'entre eux contemplaient d'un air indifférent Burt qui était resté pétrifié sur les marches de l'église. D'autres se moquaient de lui, riaient, le montraient du doigt, en enfants qu'ils étaient. Les filles portaient de longues robes de lainage brun et des fichus aux couleurs délavées, tels des Quakers. Les garçons étaient vêtus de noir et arboraient des chapeaux à bord plat. Ils affluaient sur la place, certains traversant les pelouses en direction de la voiture, d'autres passant par ce qui, jusqu'en 1964, avait été le jardin de l'église baptiste. 1 ou 2 d'entre eux s'étaient approchés assez de la Thunderbird pour pouvoir la toucher. « Le fusil !» hurla Burt. « Vicky, prends le fusil !» Mais du haut des marches, il pouvait voir qu'elle était paralysée par la peur et les vitres étaient remontées, doutait même qu'elle fût en mesure de l'entendre. Ils se massèrent autour de la voiture, les haches, les hachettes et les barres de fer se levèrent puis s'abattirent. Mon Dieu, mais dites-moi que ce n'est pas vrai. Un fragment de métal chromé fut arraché au flanc de la voiture. Le bouchon du radiateur vola dans les airs. Des couteaux tailladèrent les pneus et la Thunderbird s'affaissa. Le klaxon lançait toujours son hurlement monotone. Le pare-brise et les vitres s'opacifièrent, puis s'étiolèrent sous les coups. Soudain, le verre sécurite explosa et de nouveau il aperçut Vicky, une main pressant encore l'avertisseur, l'autre levée pour protéger son visage. De jeunes doigts s'insinuèrent impatiemment dans la voiture à la recherche du taquet de la portière. De toutes ses forces, Vicky tenta de les refouler. Le klaxon ne retentit plus que par intermittence, puis, tout à coup, s'arrêta.
Ils ouvrirent toute grande la portière cabossée côté chauffeur. Les gosses voulurent arracher Vicky à son siège, mais elle s'agrippait désespérément au volant. L'un d'eux se glissa dans la voiture, un couteau à la main et... Sortant brusquement de sa léthargie, Burt dévala les marches, faillit tomber et remonta à toute vitesse, l'allée carrelée. L'un d'eux, un garçon d'environ 16 ans, dont le chapeau ne dissimulait pas entièrement les longs cheveux roux, fit volte-face et quelque chose fendit l'air. Burt ressentit une vive secousse dans son bras gauche et, pendant un instant, il eut l'impression absurde d'avoir été frappé à distance par un coup de poing. Puis la douleur le submergea soudaine, fulgurante, et le monde s'obscurcit. Hébété, il examina son bras, le manche, et la moitié de la lame d'un couteau à cran d'arrêt faisait à sa chair comme une étrange excroissance. Une tache rouge s'étendait sur la manche de sa chemise. Il ne pouvait en détacher son regard, se demandant comment un couteau à cran d'arrêt avait pu pousser là. Quand il releva les yeux, le rouquin était presque parvenu à sa hauteur, il souriait sûr de lui. « Espèce de petit salaud !» proféra Burt d'une voix rauque. « Recommande ton âme à Dieu, car tu ne vas pas tarder à comparaître devant lui !» rétorqua le gamin en lançant vers Burt 2 mains qui visaient ses yeux. Burt esquiva le coup, ôta le couteau de son bras et le planta dans la gorge du rouquin. Le sang jaillit si violemment qu'il en fut éclaboussé. Le garçon se mit à décrire de larges cercles en poussant un long râle. Il empoigna le couteau, mais n'eut pas la force de l'arracher. Burt le regardait, bouche grande ouverte. Rien de tout cela n'était réel, c'était un rêve. Le rouquin continuait d'avancer. En ce chaud début d'après-midi, son râle était le seul bruit audible. Les autres contemplaient la scène, frappés de stupeur. Ce n'était pas prévu par le scénario, pensa Burt. Vicky et moi, oui, nous en faisons partie. Et le pauvre gosse laissé sur la route parce qu'il essayait de s'échapper aussi. Mais l'un des leurs, jamais. Il leur jeta un regard féroce, ravalant son envie de hurler. « Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Le rouquin émit un dernier gémissement avant de tomber à genoux. Il dévisagea Burt pendant un instant, puis ses mains lâchèrent le manche du couteau et il s'écroula. De la gorge des enfants massés autour de la Thunderbird monta une douce plainte. Tous les regards étaient sur Burt et Burt les examinait, fasciné. Soudain, il prit conscience que Vicky avait disparu. « Où est-elle » demanda-t-il. « Où l'avez-vous emmenée » L'un des garçons porta un couteau de chasse maculé de sang à la hauteur de sa gorge et fit semblant de la trancher. Ce fut avec son sourire, sa seule réponse. Au fond, se fit entendre la voix d'un de ses camarades plus âgés. « Attrapez-le » La horde avança dans sa direction. Burt recula, puis ils pressèrent le pas. Burt recula plus vite, le fusil. Ce foutu fusil, inaccessible. Le soleil découpait des ombres franches sur le vert du gazon. Lorsqu'il atteignit le trottoir, Burt se retourna et courut. Une voix rugit. « Tuez-le !» Burt s'enfuyait, mais il ne savait où aller. Il contourna la mairie. Il le coincerait comme un rat et s'engouffra dans Main Street, qui, 2 pâtés de maisons plus loin, s'élargissait pour devenir la route 47. Si seulement il l'avait écouté, lui et Vicky auraient été en train de rouler tranquillement sur cette route à l'heure qu'il était. Ses mocassins martelaient le trottoir. Il passa devant la vitrine d'un glacier, devant le petit cinéma de Kathleen qui jouait Cléo avec Ellie Ab S Tel R. Puis, après un dernier carrefour, devant la station-service qui marquait la fin de l'agglomération. Au-delà à gauche, comme à droite de la route, s'étendait le maïs. La marée verte du maïs. Burt courait. Déjà, il était presque à bout de souffle et la blessure de son bras le lancinait. S'apercevant qu'il laissait derrière lui une piste sanglante, sans cesser de courir, il sortit de sa poche un mouchoir qu'il glissa sous sa chemise. Burt courait. Sa gorge était en feu. À son bras, la douleur était insoutenable. La partie de son cerveau, qui était demeurée capable d'ironie, lui demanda s'il avait vraiment l'intention d'atteindre comme cela la ville la plus proche, s'il se sentait en mesure de parcourir ainsi les 35 kilomètres d'asphalte. Burt courait. Plus jeune que lui de 15 ans, plus rapide, il gagnait sans cesse du terrain. Il s'interpellait et changeait des cris. Ils s'amusent, comme des petits fous.
se dit-il entre deux foulées. Dans 10 ans, ils en parleront encore. Burt courait, et maintenant il ne lui restait plus qu'une seule chance, plus qu'un seul moyen de leur échapper et de sauver sa peau. Il laissait les maisons derrière lui, la ville derrière lui. Devant lui, les vagues vert tendre maïs refluaient vers la route. Dressées comme des glaives, les feuilles bruissaient doucement. Quel meilleur abri, quel abri plus sûr que l'ombre de ces épis plus hauts que ces hommes. Il n'eut que le temps de déchiffrer sur le panneau: vous quittez maintenant Gatlin, la plus jolie petite ville du Nebraska, où d'ailleurs, vous y serez toujours bien accueillis. Ça on peut le dire, songea sombrement Burt. Burt courait. Il passa devant le panneau comme un coureur sous la banderole, lui signalant que l'arrivée était proche, puis obliqua vers la gauche, traversa la route et balança au loin ses mocassins. Puis il s'enfonça dans le maïs, se perdant des pieds à la tête dans un océan de verdure. Un inattendu sentiment de délivrance l'envahit et soudain, il trouva son second souffle. Burt courait, suivant le sillon par lequel il était entré, la tête baissée, ses larges épaules faisant frémir au passage les longues feuilles. Au bout de 20 mètres, il tourna à droite, empruntant un chemin parallèle à la route. Il courait, courbant l'échine pour que sa chevelure ne fasse pas une tache sombre parmi les épis jaunes. Il fit un brusque crochet vers la route, traversa de nouvelles rangées, puis tourna le dos à la nationale et, zigzagant au hasard, s'enfonça de plus en plus profondément dans les champs. Enfin, il tomba à genoux, pressant son front contre le sol. Burt n'entendait plus que son souffle rauque. Une petite phrase tournait et retournait dans sa tête. « Dieu merci, j'ai arrêté de fumer. Dieu merci, j'ai arrêté de fumer. Dieu merci, j'ai... » Puis il les entendit, eux, qui se signalaient les uns aux autres par des éclats de voix et qui parfois se rencontraient. « Hé, c'est mon sillon !» Mais tout ce remue-ménage le rassura. Il se trouvait assez loin, sur sa gauche, et paraissait piètrement organisé. Il extirpa le mouchoir de sa chemise, puis le plia pour le remplacer sur sa blessure, après l'avoir examiné. Malgré le traitement qu'il lui avait infligé, l'hémorragie avait cessé. Il prit encore quelques instants de repos et soudain se rendit compte qu'il se sentait bien, en meilleure forme physique qu'il ne l'avait été depuis des années, en dépit de son bras douloureux. Il devait affronter un problème bien défini, même si tout cela était complètement insensé, alors que depuis 2 ans, il n'avait su que faire pour lutter contre le génie malfaisant qui saccadait son mariage. La façon dont il envisageait les choses le stupéfiait lui-même. Sa vie était menacée. Vicky avait été enlevée. Peut-être même était-elle déjà morte. Pour chasser l'étrange plaisir qu'il ressentait, il tenta, mais en vain, d'évoquer le visage de sa femme. La seule image qui se présenta à lui fut celle d'un rouquin, le couteau planté dans la gorge. Le parfum du maïs emplissait ses narines, autour de lui, les plants animés par le vent paraissaient chuchoter. « Maïs, pensa-t-il, je ne sais quel acte on a commis en ton nom, mais maintenant, je suis sous ta protection. » Mais il se rapprochait. Il reprit sa course, le corps cassé en deux, passant d'un sillon à l'autre, revenant sur ses pas, puis repartant. Il faisait en sorte de laisser toujours les voies sur sa gauche, mais à mesure que l'après-midi avançait, cela lui devenait de plus en plus difficile. Les voix s'éloignaient, parfois le bruissement du maïs les couvrait. Il courait, écoutait, puis courait encore. Ses chaussettes ne laissaient aucune trace sur la terre bien tassée. Lorsque bien plus tard il s'arrêta, le soleil se trouvait sur sa droite, sphère rouge suspendue au-dessus des champs. Un coup d'œil sur sa montre lui apprit qu'il était 7h15. Le jour déclinant avait posé un voile d'or rouge sur les champs, mais, entre les hautes rangées, l'ombre était profonde. Il tendit l'oreille. À l'approche du crépuscule, le vent était tombé et les épis immobiles répandaient leur parfum végétal dans l'air étouffant. Si les enfants se trouvaient toujours dans les champs, ils étaient soit très loin, soit tapis entre les épis, l'oreille aux aguets. Mais, se dit Burt,
Aucune bande de gosses, aussi cinglés soient-ils, ne serait capable de se tenir tranquille si longtemps. Il supposa qu'ils avaient choisi la solution la plus puérile, sans s'inquiéter des conséquences que cela pourrait entraîner pour eux. Ils avaient abandonné et étaient rentrés chez eux. Il se tourna vers le soleil couchant qui nimbait maintenant les nuages qui s'amoncelaient à l'horizon et se remit en marche. Il coupait un travers-champ en allant toujours en direction du soleil. Tôt ou tard, il retrouverait la route numéro 17. La violente douleur que lui avait infligée son bras s'était muée en un sourd élancement qui lui était presque agréable, et l'excitation des premières heures ne l'avait pas quitté. Il était résolu à jouir de cette douce fièvre aussi longtemps qu'il se trouverait dans les champs. La culpabilité reprendrait ses droits lorsqu'il devrait affronter les autorités et leur rapporter les événements dont Kathleen avait été le théâtre. Mais elle pouvait attendre. Il pressa le pas. Jamais ses sens n'avaient vibré avec un tel ensemble. 15 minutes plus tard, alors que le soleil était déjà à demi englouti par la ligne d'horizon, il fit une nouvelle halte, sa toute nouvelle excitation prenant un tour qu'il n'aimait guère. Elle frisait maintenant, eh bien, la peur. Il tendit l'oreille. Le maïs bruissait. L'idée l'avait effleuré à plusieurs reprises, mais chaque fois il l'avait chassée de son esprit. Comment était-ce possible? Le vent était tombé. Il jeta un coup d'œil inquiet autour de lui, s'attendant presque à découvrir des enfants en costume de Quakers, rampant dans le maïs, un sourire sur les lèvres et les couteaux à la main. Mais il ne remarqua rien d'autre que ce bruissement là-bas sur sa gauche. Il se rapprocha délibérément de la source du bruit, sans plus devoir se frayer un chemin entre les épis. Le sillon suivait naturellement la direction qu'il avait choisie. Un peu plus loin, les rangées de plants s'interrompaient pour laisser place à une sorte de clairière. C'était de là que venait la rumeur. Soudain effrayé, il s'immobilisa. Le parfum du maïs était puissant, au point d'en devenir écœurant. Les plants étaient encore tout imprégnés de la chaleur du jour, et Burt s'aperçut qu'il était couvert de sueur, de feuilles, de filaments arrachés aux quenouilles des épis. Il aurait dû être dévoré par des insectes en tout genre, mais il n'en avait remarqué aucun. Sans bouger d'un centimètre, il concentra son attention sur le cercle de terre nue qui s'ouvrait devant lui. Pas la moindre mouche, pas la moindre fourmi, ni moustique, ni puceron. Et il n'avait pas aperçu la plus misérable corneille. Peut-on imaginer un champ de maïs sans corneille? Il profita des dernières lueurs du jour pour examiner le rang situé à sa gauche et constata, ce qui était tout à fait inconcevable, que chaque feuille, chaque tige était parfaite. Pas une seule tache de rouille, pas une feuille maculée, pas une larve de chenille, pas un terrier, pas un... Il écarquilla les yeux, pensant, il n'y a même pas une mauvaise herbe. Pas une seule. Tous les 50 centimètres, un pied de maïs jaillissait de la terre. Pas de chien-dent, pas de stramoine, pas d'angélique, pas de clématite, pas de pissenlit, rien. La nuit tombait. Les nuages s'étaient éloignés, abandonnant l'horizon doré à des reflets ocre, rose. Il lui restait peu de temps pour découvrir ce qu'abritait la clairière. Mais n'était-ce pas comme cela que tout devait se terminer depuis le début? Alors qu'il croyait revenir sur la route, n'avait-il pas été conduit malgré lui jusqu'à cet endroit? La peur au ventre, il franchit les quelques mètres qui le séparaient de la clairière et s'immobilisa. Malgré le peu de lumière, aucun détail de la scène ne lui échappa. Il ne put même pas crier. Il ne semblait plus y avoir assez d'air dans ses poumons pour qu'il y parvienne. Burt vacilla sur ses jambes et ses yeux s'agrandirent d'horreur au milieu de son visage ruisselant de sueur. « Vicky !» gémit-il. « Oh mon Dieu, Vicky !» Elle avait été hissée sur une croix, tel un hideux trophée, ses poignets et ses chevilles attachés avec du vulgaire fil barbelé, le genre de fil de fer qu'on paye 70 cents le mètre dans n'importe quelle quincaillerie du Nebraska. Ses yeux avaient été énucléés.
Ses orbites avaient été remplies de soie de maïs. Sa mâchoire pendait, et comme pour étouffer son cri silencieux, on avait enfoncé dans sa bouche des enveloppes de maïs. À sa gauche se trouvait un squelette encore vêtu d'un surplis qui tombait en poussière. Burt aurait juré qu'il souriait. Ses orbites vides semblaient lui jeter un regard joyeux, comme si cet ancien ministre du culte baptiste lui disait « Ce n'est pas si mal d'avoir été sacrifié au maïs par de petits païens, de petits démons. Ce n'est pas si mal d'avoir eu les yeux désorbités, comme le prévoit la loi du talion. » Encore plus à gauche se trouvait un second squelette, auquel étaient accrochés les vestiges d'un uniforme bleu. Un képi tenait encore sur son crâne, dissimulant les cavités oculaires. Un petit badge indiquait que le képi avait appartenu à un gradé de la police. C'est alors que Burt l'entendit arriver. Pas l'un des enfants, non, mais quelque chose de beaucoup plus gros qui s'approchait de la clairière en se frayant un chemin dans le maïs. Jamais les enfants ne se seraient aventurés dans les champs en pleine nuit. C'était un lieu sacré, le domaine de celui qui règne sur les sillons. Le premier réflexe de Burt fut de fuir. Mais le passage qui l'avait conduit jusqu'ici s'était refermé. Tous les sillons s'étaient refermés. Il n'était plus très loin maintenant et Burt l'entendait qui écartait les épis. Il percevait le son de sa respiration. Un accès de terreur superstitieuse s'empara de lui. La chose s'approchait. De l'autre côté de la clairière, le maïs s'était soudain assombri, comme si une ombre gigantesque l'avait englouti. Il approchait, celui qui règne sur les sillons. Il pénétra dans la clairière. C'était une masse énorme qui se confondait avec le ciel, une masse verte où brillaient deux yeux énormes, rouges. Une masse d'où émanait une odeur qui était celle d'une vieille grange où depuis des années on faisait sécher le maïs. Burt poussa un hurlement, mais son cri fut bref. Peu après se leva une lune orange et pleine, une lune de moisson. Les enfants du maïs étaient rassemblés dans la clairière, contemplant les deux squelettes crucifiés et les deux corps, qui, le temps venu, eux aussi, ne seraient plus qu'ossements. Et ici, au cœur du Nebraska, dans le pays du maïs, seul le temps importait. Vous qui m'écoutez, un rêve m'a visité cette nuit, et voici ce que le Seigneur m'a dicté. Tous, y compris Malachie, se tournèrent vers Isaac, une lueur mi-curieuse, mi-apeurée dans les yeux. Isaac n'avait que 19 ans, mais il était le prophète depuis que le maïs avait pris David, 1 an auparavant. Au jour de son 19e anniversaire, David s'était noyé dans le maïs, tandis que l'obscurité recouvrait les champs épanouis de l'été. Maintenant, son petit visage grave, à demi mangé par un chapeau trop grand, Isaac poursuivait. Dans mon rêve, le Seigneur était une ombre qui régnait sur les sillons, et il a dit pour moi les paroles qu'il avait prononcées il y a des années devant nos frères aînés. Il est très mécontent de ce sacrifice. Ils poussèrent un soupir qui était presque un sanglot et jetèrent des regards craintifs sur le mur de verdure qui les encerclait. Et le Seigneur a dit : « Ne vous ai-je pas donné un lieu qui est le lieu des sacrifices ? N'ai-je pas été large de mes faveurs ? Mais cet homme est entré en moi pour commettre un sacrilège et j'ai dû achever le sacrifice moi-même, comme pour l'homme bleu et le faux ministre du culte, qui il y a longtemps vous échappèrent. » L'homme bleu, le faux ministre, murmurèrent-ils en échangeant des regards inquiets. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, l'âge de grâce sera abaissé de 19 ans à 18 semailles et moissons. Isaac continua impitoyablement. Cependant, croissez et multipliez-vous, soyez féconds comme le maïs, et que ma grâce soit sur vous. Isaac s'interrompit. Tous les yeux se tournèrent vers Joseph et Malachie, les deux seuls qui au sein du groupe avaient dépassé les 18 ans. Les autres, 20 peut-être au total, étaient restés en ville. Ils attendaient les paroles de Malachie. Malachie qui avait mené la chasse contre Japheth, que dorénavant on appellerait Ahaz,
celui que le Seigneur a renié. Malachie avait coupé la gorge d'Ahaz, puis l'avait jeté hors du maïs pour que son corps infâme ne le pollue pas, ne le souille pas. « Je m'inclinerai devant la parole de Dieu », souffla Malachie. On eût dit que le maïs poussait un soupir d'approbation. Dans les semaines à venir, les filles confectionneraient de nombreux crucifix en maïs pour prévenir de nouveaux maux. Et cette nuit-là, tous ceux qui avaient dépassé le nouvel âge de grâce se dirigèrent en silence vers les champs pour rejoindre la clairière et gagner l'éternelle protection de celui qui règne sur les sillons. Adieu, Malachie, pensa Ruth. Tristement, elle agitait son bras. Son ventre était gros de l'enfant que Malachie lui avait donné et des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Malachie ne se retourna pas. Bravement, il marcha vers le maïs qui l'engloutit. Ruth s'éloigna, pleurant toujours. Elle avait conçu une haine secrète pour le maïs et rêvait parfois de s'aventurer dans les champs, une torche dans la main, lorsque viendrait septembre et que les plants seraient morts, secs et hautement combustibles. Mais elle avait peur, car dehors, là-bas, dans la nuit, errait quelque chose à qui rien n'échappait, pas même les secrets cachés au plus profond du cœur humain. Les ténèbres s'épaissirent. Tout autour de Gatlin, le maïs bruissait et murmurait. C'était ainsi qu'il manifestait son plaisir. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.